Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer ce deuxième temps de cette semaine thématique sur les questions du commerce, après une intervention hier qui a permis à chacun de connaître les différents partenaires qui, évidemment s'intéressent à ces questions de la réutilisation du commerce, et toujours avec des exemples concrets, notamment deux exemples que nous avons entendus hier avec Carole Dubois, qui était maire de Lillers, et puis Jean-Paul Delmas, qui était maire de Grenade-sur-Garonne, qui nous ont montré que, effectivement, la question du commerce, la revitalisation du commerce, était une question essentiellement partenariale, et qu'elle nécessitait bien sûr une intervention non seulement sur les questions commerciales, mais aussi sur les questions du logement, sur les questions de mobilité, sur les questions d'aménagement urbain, sur les questions de services et bien sûr d'animation. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet sur les questions qui touchent plus sur la stratégie. La stratégie, comment mener à bien une politique de revitalisation du commerce dans notre centre ancien, dans le cadre du programme PVD notamment. Et pour cela, nous allons bien sûr d'abord nous appuyer sur un exemple concret. Nous allons entendre dans quelques secondes Emmanuel Liévin, qui est maire de Chauny, une petite ville de Hauts-de-France. Et puis, nous écouterons ensuite trois experts qui vont nous parler. Pour le premier expert, qui est Arnaud Ernst, qui est directeur associé de AID Observatoire. En fait, il va nous parler des questions préalables nécessaires de connaissance de terrain avec les autodiagnostics. Ensuite, nous aurons une intervention aussi de Philippe Buteau, qui est avocat au bureau de Paris, au barreau de Paris, qui dirige le cabinet Oppidum, et qui va nous parler des questions juridiques liées à la prudence nécessaire dans le cadre des partenariats publics-privés. Sujet évidemment essentiel. Et puis nous écouterons aussi Dominique Moreau, qui est géographe spécialisé dans la formation et l'accompagnement de tous les acteurs du digital. Et vous verrez que dans ce domaine aussi, eh bien, il y a un certain nombre de précautions à prendre et puis une vraie méthodologie nécessaire. Alors, ils vont intervenir chacun pour une dizaine de minutes. Je vous invite évidemment à poser vos questions par l'intermédiaire du chat, de façon à ce qu'on puisse les faire rebondir, et notamment, puisqu'on va un petit peu inverser, compte tenu de la disponibilité de Monsieur le maire de Chauny, notamment si vous avez des questions à poser à Monsieur le maire, il y répondra évidemment directement après son intervention, alors que les autres répondront au terme des trois interventions suivantes. Voilà, écoutez, sans plus attendre, je vais laisser la parole en fait à Monsieur le maire de Chauny. Alors peut-être juste un petit mot pour dire que la ville de Chauny a près de 12 000 habitants, dans une agglomération de 48 communes, à peu près 57 000 habitants. Et c'est un programme PVD qui est un programme partenarial avec trois autres petites villes. Donc, c'est tout à fait intéressant, cette mise en réseau. Et surtout, ce qui fait la particularité de cette ville, c'est qu'il y a une vraie dynamique commerciale qui est un travail de très longue haleine. Je vous donne un chiffre, 120 commerces, 5 à 6 locaux vacants. Tout ça va faire beaucoup d'envieux chez les gens qui nous écoutent. Et j'invite maintenant Monsieur le maire à intervenir pour nous dire justement quelle a été sa méthode pour arriver à ce beau résultat, et quelle est la politique qui est menée au sein de Chauny pour que, effectivement, on arrive à cette vraie dynamique commerciale dans un territoire qui évidemment, aujourd'hui, nécessite beaucoup d'interventions publiques pour assurer cette dynamique. C'est à vous, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un vrai plaisir que je participe cet après-midi à ce webinaire consacré à la revitalisation. Vous m'entendez? C'est bon? Le son est Très bon? bien, très bien. Bon. Donc, pour participer à ce webinaire sur la revitalisation des centres-villes dans le cadre des programmes Petites Villes de demain. C'est vrai que le programme Petites Villes de demain, nous y adhérons avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, avec deux autres villes, Tergnier et La Fère sur notre territoire. Donc, c'est un triumvirat qui est mis en place. Alors, la ville de Chauny, comme vous le disiez très justement, est une ville-bourg de 12 500 habitants au milieu d'une agglomération de 58 000 habitants. C'est la deuxième ville de l'agglomération. La particularité de notre agglomération, c'est que nous avons deux villes de taille sensiblement identique. L'agglomération s'est construite autour de ces deux villes importantes de 12 000, 13 000 habitants. Alors, c'est vrai que
Chauny, depuis des décennies, depuis 30 à 40 ans, est connu pour son centre-ville et ses animations commerciales, et également pour le dynamisme de son association des commerçants et artisans Chauny. Justement, on insiste beaucoup, ce n'est pas qu'une association de commerçants, c'est une association des commerçants et des artisans. Donc, des petits artisans, il n'y a pas les PME, bien sûr. Mais c'est vraiment ce qui a été le point de départ, c'est cette envie, cette association des commerçants et des artisans de mettre leur énergie et leur synergie en commun pour le développement de leur ville. Alors, c'est vrai qu'architecturalement, on a déjà la chance d'avoir une seule artère principale qui fait 1,2 km, 1,3 km. Donc, on a cette chance de ne pas avoir des commerces dispersés sur l'ensemble de la ville. Alors, bien entendu, nous avons des petits quartiers et des petits commerces de proximité, boulangeries, bureaux de tabac, cafés, qui sont dans des quartiers de la ville. Mais sur tous les autres commerces d'équipement de la personne, d'équipement de la maison, ils sont tous situés en centre-ville. Donc, vraiment sur une artère principale justement, qui permet d'attirer énormément de monde et d'avoir un flux quasi incessant. Vous y allez le samedi. Il n'y a pas longtemps, nous avons accueilli le nouveau sous-préfet et directeur de cabinet qui a été, je vais oser le terme, subjugué du dynamisme de la ville. Il n'en revenait pas pour une ville de 12 000 habitants parce que nous avons une ville chef-lieu du département qui s'appelle Laon, qui a 26 000 habitants et qui malheureusement pâtit d'un appauvrissement très fort de son centre-ville et de ses commerçants. Alors, ce qui a été mis en place depuis 30 à 40 ans, c'est aussi une politique très volontariste sur, on va dire, l'aménagement du centre-ville, avec la nécessité de créer des places, d'acquérir des friches pour faire des places de stationnement en proximité de centre-ville. Mais vraiment, quand j'ai en proximité, c'est à 50 mètres, à 100 mètres grand maximum de l'artère principale. Donc, il y a eu deux friches qui ont été achetées par la mairie et transformées en parking de 200 places. Donc, ce qui permet justement d'accueillir dans les meilleures conditions les consommateurs. Donc, ça, c'était vraiment une volonté dès le départ de favoriser le stationnement. Ça, c'était très prégnant de la politique de mon prédécesseur. Et ensuite, ce qui a été aussi la marque de fabrique de Chauny, c'est une farouche bataille contre toutes les extensions en périphérie. C'est-à-dire que la ville de Chauny, pour une ville de 12 000 habitants, nous n'avons qu'un petit supermarché en périphérie, qu'un intermarché, et qui fait partie en plus de l'association des commerçants et artisans chaunois, mais nous n'avons pas d'hypermarché. L'hypermarché le plus proche, il doit être à 15 km maximum, minimum, c'est Noyon, où il y a un grand centre commercial, ou à Viry-Noureuil, il y a un Auchan, mais qui ne fait pas forcément de concurrence, qui n'a pas de galerie commerciale énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a eu toujours une farouche défense du centre-ville depuis 30 ans. Concrètement, pour celles et ceux qui connaissent la commission départementale d'équipement commercial de l'époque et maintenant la CDAC, à chaque fois que la ville de Chauny y siégeait, c'était pour s'opposer de manière, on va dire, quasi systématique, mais toujours argumentée, à l'implantation en périphérie parce qu'on considérait que justement, ça détériorait le commerce de proximité, le commerce de centre-ville. Eh bien, nous en a pris, puisqu'aujourd'hui, si on a un centre-ville avec un tel dynamisme, c'est justement parce qu'en périphérie, il y a simplement un magasin d'alimentaire, un supermarché, un intermarché, donc qui attire une clientèle différente de celle du centre-ville. Et même pour ça, on a quand même été très surpris de voir des enseignes comme Coxy Market ou Franprix venir, ou Carrefour City, pardon, venir s'implanter en plein centre-ville. Donc, on a des enseignes de renommée nationale, Afflelou, Cache-Cache, Bréal, les téléphonies, SFR, Bouygues, on a les vêtements Z. On a vraiment cette complémentarité entre les franchisés et les indépendants. Alors, c'est vrai qu'on a fait ce travail de très, très longue haleine. Et il y a eu ensuite aussi une volonté très forte de la municipalité, c'est de travailler sur les animations.
les animations pour justement rendre, c'est bien beau d'avoir des commerces, mais il faut les faire vivre. Et on a justement pour ça l'association des commerçants et artisans de Chauny, qui est la plus ancienne association des commerçants du département de l'Aisne et qui organise chaque année la quinzaine commerciale qui est attendue, mais presque dans tous les Hauts-de-France, hein. Donc, elle est reconnue et la ville s'y est toujours impliquée. Et là, depuis quelques années, de manière beaucoup plus forte, puisque on greffe à la quinzaine commerciale des animations maintenant dans le cadre d'un marché de Noël, dans le cadre d'animations festives, puisque la quinzaine a toujours lieu en fin d'année. Donc, on a greffé beaucoup d'animations autour du thème de Noël pour, pour accentuer encore cette dynamique commerciale. Donc, c'est vraiment le partenariat ville-ACC qui a été très, très fort. Et on a également mis en place depuis quelques années de nouvelles politiques publiques, notamment dans le cadre du droit de préemption urbain renforcé. On a maintenant la possibilité, dès qu'un local devient vacant et si on voit qu'il peut être intéressant, de pouvoir l'acquérir et de le louer à un moindre prix, parce qu'il faut être honnête quand même, il faut dire que tout n'est quand même pas si rose. Pour les commerçants, c'est vrai que ceux qui ne sont pas propriétaires de leurs locaux ont des loyers qui sont relativement élevés. Donc ça, c'est un frein aussi à la reprise parfois d'activité. Mais la ville a mis en place donc ce droit de préemption urbain renforcé sur les commerces pour, eh bien, le cas échéant, pouvoir racheter des locaux vacants et les louer, les mettre à disposition à des jeunes commerçants qui veulent se lancer, mais qui n'ont peut-être pas forcément les moyens nécessaires. Donc, on peut s'arranger, on met cette politique en place. Et enfin, là où on a également été toujours très, très actif, c'est en partenariat, donc je réponds à la question de Valentin Dubois. Donc, le DPU est exercé par la ville. C'est exclusivement par la ville. Euh, donc, également, ce qui a été une marque de fabrique de la ville de Chauny, c'est le partenariat avec les chambres consulaires et particulièrement la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. On a toujours travaillé main dans la main avec eux sur les zones commerciales, sur le dynamisme commercial, sur la propension ou l'évasion commerciale, voire un petit peu, si un magasin qui souhaitait s'installer, on ne disait pas oui systématiquement si on estimait que ce magasin-là n'avait pas forcément beaucoup de chances de pérenniser. Donc, on ne faisait pas non plus on n'allait pas jusqu'au bout, c'est du jusqu'au boutisme en disant il faut remplir pour remplir. On essaie d'allier à la fois la qualité à la quantité. Et ça, c'est un partenariat de longue haleine, mais on avait la chance d'avoir comme maire adjoint chargé du développement économique et commercial, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. Donc forcément que ça a aidé. Et, ça, ce lien avec la Chambre de commerce nous a vraiment permis d'avoir une vision stratégique sur le long terme et d'avoir des outils d'analyse des comportements de consommateurs et de savoir ce qui leur importait, ce qui leur manquait sur notre territoire et tâcher de répondre à leurs demandes. Donc, c'était vraiment, voilà, on a mis en place des politiques urbanistiques, hein, c'est-à-dire on a concentré tout notre commerce sur une seule artère. Ensuite, on a mis du stationnement aux abords, mais en toute proximité. On a joué beaucoup sur l'image de marque, c'est-à-dire l'animation. Voilà, ça c'était important. Et sur le réseautage avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. Donc ces 4 éléments font qu'aujourd'hui, notre commerce se maintient dans de très très bonnes dispositions. On a eu la chance de recevoir encore il n'y a pas très longtemps de nouvelles enseignes. Et puis il y a des enseignes là on va dire, de très très haut niveau. Hein. Pour rien vous cacher, il y a un Burger King qui va s'installer. Donc un Burger King dans une ville comme la nôtre, vous imaginez que ça va faire des envieux. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, on maintient cette politique d'être attentif, d'être un partenaire hyper proche des commerçants. Pour preuve, encore samedi, nous organisons la Journée nationale des commerces de proximité et tous les commerçants jouent le jeu. Il y a des défilés qui sont organisés, il y a des concerts qui sont organisés le soir. Il y avait qu'un bémol sur lequel on avait un petit peu de mal à travailler avec les commerçants, mais je pouvais les comprendre, c'était sur la piétonisation. Là, c'était dès lors qu'on voulait piétoniser, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu réticents parce que malgré la proximité, comme je vous l'expliquais, de parking, bah, il y a quand même donc des places devant leur magasin, donc ils aimaient bien quand même que de temps en temps les commerçants et les consommateurs puissent s'y garer. Donc là-dessus, on y travaille de manière très ponctuelle, moins
que je le souhaiterais, parce que je souhaiterais qu'on puisse piétonniser presque tous les samedis. Mais là-dessus, je sens que ça mûrit tout doucement. Ça mûrit tout doucement, mais on ne peut pas piétonniser pour piétonniser. Dès lors qu'on le fait, c'est qu'il y a une bonne occasion de le faire, c'est qu'on met en place des animations qui permettent justement d'attirer du monde. On ne piétonise pas pour le plaisir de ne plus avoir de voiture en ville. On n'est pas dans cette logique. Donc, Merci. Merci, donc monsieur. voilà. Allez, peut-être un petit mot de conclusion et puis nous allons vous poser une ou deux questions. Non, bah écoutez, la conclusion, c'est qu'il faut vraiment mettre tout en œuvre pour maintenir ce commerce en nouant des partenariats avec toutes les bonnes volontés, que ce soit les chambres consulaires, les associations de consommateurs, les élus, bien sûr, et puis également, il faut avoir une volonté affichée, et c'est vrai que cette volonté, nous l'avons pleinement affichée et nous la maintenons. Merci en tout cas, monsieur le maire, pour Et on réduit ce notre bel exemple de dynamique commerciale. mécaniquement. Qui va, en fait, j'entends des Ça veut dire ce voix que ça veut dire. oui. Elle le dit en toutes lettres. Je pense qu'il y a des gens qui ont laissé leur micro allumé. En fait, oui, je peux résumer avec quatre mots, hein. La mobilité, la régulation, les partenariats et l'animation. Tout à fait. Et du coup, il y a quelques questions qui touchent notamment quand on parle de régulation. Est-ce que vous pouvez nous dire, en dehors de la question de la commission départementale, quels sont les outils que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a de la DPU? Est-ce que vous la gérez directement? Quels sont les Oui. moyens en matière d'urbanisme? Peut-être une deuxième question, comme ça vous répondrez en une seule fois. On pose aussi la question pour savoir le nombre de commerces sur votre artère principale, parce que c'est évidemment le point d'appel du commerce. Et puis, peut-être aussi sur le lien qu'il peut y avoir entre le stationnement. Est-ce qu'il y a des mobilités qui sont organisées ou est-ce que c'est vraiment du stationnement proximité? Et puis, il y a aussi une question sur la question de la politique tarifaire pour ce stationnement. Voilà, je m'en tiens à ces questions. D'accord. Merci. Donc, concernant le stationnement, on est en zone bleue, donc c'est du stationnement avec disque. Mais je vous avouerai franchement que on n'a pas une politique, on va dire, extrêmement répressive sur le stationnement. Donc là, par contre, à partir du 1er novembre, je vais faire appliquer la zone bleue parce que le problème que nous avions, c'est que bon nombre d'employés de commerce se garaient devant leur commerce et empêcher les consommateurs de venir s'y garer. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que la zone bleue sera maintenant appliquée et que les zones perpendiculaires qui étaient en zone bleue vont devenir en zone blanche pour permettre aux employés de s'y stationner. Il n'y a pas de mobilité particulière qui ont été mises en place. Ça, non, il y a les bus qui passent en plein centre-ville, qui permettent le stationnement, le dépôt et la reprise des clients très facilement. Ça, c'est un fait. Mais sinon, on est dans des villes qui sont relativement concentrées. Et c'est vrai qu'il faut également penser qu'aujourd'hui, les gens ne deviennent pas de plus en plus feignants, je ne vais pas utiliser ce terme, mais ils aiment bien se garer à proximité. Et voilà, parce que quand ils ont des courses à faire, trimballer des sacs pendant plusieurs mètres, c'est un peu gênant. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé sur cette proximité du stationnement. Pour nous, c'était essentiel. Quant à la politique urbanistique, c'est vrai qu'on on a le droit de promotion donc urbain renforcé sur tous les commerces, mais surtout, on a mis en place une politique foncière également très limitée sur les zones périphériques. Donc, on n'a pas de zone artisanale très développée, pas de zone économique très développée sur la ville, c'est plutôt sur des territoires à proximité. Mais il y a eu une intelligence à l'époque de la com de com, qui est passée en com d'agglo, c'est de répartir un petit peu les zones artisanales, économiques et commerciales selon la spécificité des territoires. La zone artisanale était plus sur des territoires semi-urbains ou semi-ruraux. La zone économique, plus sur la ville de Tergnier, qui est une ville très, très industrielle, c'est une ville cheminote, donc où il y avait une main-d'œuvre. Et la zone commerciale, plutôt sur le Chaunois, qui était toujours la ville commerciale par excellence. Hein. Si je cite Rabelais, c'est ici que tout le monde s'y retrouvait pour les marchés festifs. Donc, vous voyez, il y a ça qui a été mis en place. Merci en tout cas pour ces réponses. Il y a une question, alors une dernière question, mais vraiment très très vite, parce que là, le temps passe, un peu fermé. Avez-vous un manager de centre-ville et avez-vous fait des acquisitions de locaux commerciaux? Alors, en une minute, parce que là, maintenant, on est pris. Alors, c'est simple, oui et non. Donc, oui, j'ai un manager de centre-ville. Non, nous n'avons pas, pour l'instant, acquis de locaux commerciaux, puisque la vacance est extrêmement courte. Dès lors qu'un local est vacant, on a quasiment une liste d'attente de personnes qui veulent s'y implanter.
Donc, on n'a pas encore eu aujourd'hui la nécessité d'acquérir des locaux commerciaux vacants. À part si, je me trompe, à part si, mais pour autre chose, on a acheté un ancien petit supermarché qui était dans le quartier prioritaire de ville, c'est un Lidl, pour le transformer en centre social. Merci en tout cas pour ce témoignage très intéressant qui résume bien les problématiques et qui montre que la dynamique commerciale, c'est possible dans les petites villes. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre intervention. Et je vais tout de suite laisser la parole maintenant à notre intervenant suivant, qui est Arnaud Ernst, je l'ai dit, directeur associé d'AID Observatoire. Alors, Monsieur Ernst, vous avez en fait travaillé sur les sujets qui concernent la vacance commerciale, notamment dans les programmes Action Cœur de Ville. Et on sait que les causes, évidemment, sont multiples. Et vous êtes à l'origine d'un guide méthodologique qui a été demandé par la NCT et qui permet d'analyser la situation du commerce local dans son contexte économique, mais aussi dans son contexte urbain. Alors, voilà, vous allez nous parler peut-être de ce guide, qui est un guide en fait d'auto-évaluation de la situation, qui justifie ce terme d'autodiagnostic. Donc, je vous laisse nous parler de cette méthode si importante préalable au traitement de ces sujets qui touchent la vacance commerciale. C'est à vous. Merci beaucoup, merci. Et effectivement, intervenir juste après l'intervention d'Emmanuel Liévin, c'est du velours, hein, pour être tout à fait honnête, puisque ce guide d'autodiagnostic de la vacance avait vocation de rappeler des repères méthodologiques en fait, hein, pour les territoires, pour les collectivités, pour les maires, leurs adjoints et puis pour les services, notamment les managers commerce ou les managers de centre-ville qui interviennent sur cette question-là à ces échelles de ville. Et donc effectivement, on va y retrouver des éléments méthodologiques que Monsieur le maire effectivement a décrit déjà avoir mis en place, avec l'honnêteté en plus de rappeler que ses prédécesseurs s'étaient engagés aussi sur cette matière-là et que la question du temps long est évidemment stratégique hein, sur cette question de l'intervention sur le commerce. Donc effectivement, ce guide que nous avons été amenés à proposer l'année dernière, donc c'est assez récent, effectivement à la demande de la DGE et de la NCT, pour être une sorte de prétexte, hein, avec l'ambition de donner aux collectivités des éléments méthodologiques pour apprécier finalement la situation du commerce local. Tout simplement parce qu'effectivement, dans nos missions, nous étions amenés très régulièrement à rencontrer des élus qui avaient une vision quelquefois un peu erronée de la question du commerce. Le commerce, et on peut passer sur les planches suivantes, Chloé, si vous êtes par là, le commerce, effectivement, ça ne se décrète pas. La dévitalisation économique ou la dynamique économique des centralités, ça n'est pas une fatalité, monsieur le maire vient de l'indiquer, ça n'est pas la seule affaire des commerçants. On l'a aussi illustré avec effectivement la présentation précédente de Chauny. Le centre-ville et l'attractivité commerciale est souvent effectivement une conséquence d'une situation économique plus globale, on va en parler, de centres-villes qui ont pu devenir un petit peu finalement évitables, avec des fonctions qui avaient quitté ces centres-villes, les commerçants ayant besoin de flux tout simplement. Quand on demande à un commerçant ce qu'on peut faire pour l'aider, il nous demande d'essayer de mettre du flux dans la ville. Et lui, s'il fait correctement son métier, on en parlera tout à l'heure avec Dominique Moreau sur la manière de faire évoluer aussi les méthodes de travail des commerçants, mais s'il fait correctement son métier, il essaiera de faire rentrer des clients dans sa boutique. Donc les territoires disposent aujourd'hui effectivement d'un certain nombre d'outils d'intervention et Emmanuel Liévin vient de les préciser. Donc on va effectivement passer en revue ce qui nous semble être modestement les quelques éléments de diagnostic nécessaires à la structuration d'un plan d'action efficace. Si on veut remettre un petit peu les choses dans l'ordre, on va se concentrer sur cette notion de diagnostic, et j'ai appelé ça un diagnostic lucide, et j'aimais bien aussi l'entrée du maire de Chauny, de l'entrée économique, hein, avec la compétence de la Chambre de commerce, par exemple, qui aidait le maire à apprécier la capacité du territoire à accueillir une nouvelle activité. On en parlera tout à l'heure. Un diagnostic de qualité, ça va nous permettre d'identifier assez facilement des enjeux, de travailler sur une stratégie qui permettra au territoire d'avoir un plan d'action en organisant effectivement une gouvernance. On parlera des collaborations et des pilotes évidemment de ces plans d'action, et en mettant en place, c'est particulièrement important, des indicateurs aussi de la performance de ces différentes politiques publiques. Alors, dans ce guide d'autodiagnostic, on a identifié une quarantaine d'indicateurs que les collectivités peuvent
globalement récupérer, constituer, produire, accéder de manière assez autonome autour de 7 grands thèmes qui effectivement ont été peut-être dans le désordre abordés par l'intervention précédente, autour de l'offre commerciale elle-même évidemment et de sa capacité à répondre à des besoins, autour du client. Et on va insister un tout petit peu sur cette notion du client. On ne peut pas parler de commerce sans parler de consommateur et sans parler de client. Et c'est souvent le parent pauvre des observatoires sur les territoires. Autant on dispose d'observatoires pour analyser l'offre commerciale, la vacance commerciale, les locaux commerciaux commercialisés, recommercialisés, autant on a toujours du mal à apprécier, et pourtant c'est particulièrement stratégique, la zone de chalandise, le profil des différents consommateurs qui pourraient ou qui fréquentent effectivement le centre-ville. Le contexte concurrentiel, on en a parlé à l'instant avec les outils de régulation à la disposition des collectivités. Il y a un nouvel élément concurrentiel, c'est celui effectivement du e-commerce, on l'abordera aussi évidemment. L'environnement urbain, il faut rappeler que les commerçants ont une partie de la recette en main, tout un tas d'autres paramètres et notamment des politiques publiques liées à l'accessibilité, au stationnement, à la circulation, à la qualité des espaces publics, aux générateurs de flux, aux animations, sont plutôt dans les mains des collectivités. Monsieur le maire vient d'en parler. La question du parcours immobilier, qui est une préoccupation assez récente et assez nouvelle, mais qui va effectivement nous occuper beaucoup, l'adaptation des entreprises et la conjoncture. Voilà les 7 thèmes qu'on a proposé d'aborder dans cet autodiagnostic. Et donc, on va très rapidement, c'est promis, je vois déjà Pierre s'inquiéter, très rapidement, c'est promis, les visiter pour tirer quelques fils. Bon, sur l'offre commerciale, premier thème, c'est le sujet qui est assez facile à collecter. La majorité des collectivités, soit ont une très bonne connaissance. Je suis aujourd'hui dans une ville engagée dans le programme Petite Ville de demain, dans une très belle cité historique des Landes à Saint-Sevé, où nous travaillons toute la journée sur cette question de la vacance commerciale. Bon, les territoires ont une vision assez claire désormais de l'offre de commerce et de services, avec l'intérêt de regarder globalement si cette offre est assez équilibrée, si elle n'est pas trop déstabilisée, si les services ne prennent pas trop de place, s'il y a malgré tout aussi une offre de restauration significative, puisqu'on sait bien que les consommateurs viennent de plus en plus pour du plaisir, fréquenter effectivement et se retrouver, fréquenter effectivement nos centralités. Donc l'offre commerciale, ce n'est pas le sujet qui est le plus complexe effectivement à aborder pour les territoires. Ce qui est un peu moins courant, c'est la question de la demande. Et donc aujourd'hui, on accède assez facilement à des données très fines sur des bases en open data, notamment de l'INSEE, qui nous permettent d'apprécier à qui on s'adresse et à qui finalement les commerçants de notre territoire s'adressent. Et donc on peut aller chercher des informations intéressantes sur la taille des ménages, sur la dynamique démographique, sur le pouvoir d'achat évidemment, puisque tout ça a un impact. Il est important aussi de savoir sur quel terrain de jeu on fonctionne. Et cette notion de zone de chalandise, que l'on peut apprécier alors très finement quand on fait faire des études ou avec les services de la chambre de commerce, mais avec la carte scolaire, avec le rayonnement médical, avec quelques commerçants qui ont un géomarketing assez fin et notamment les enseignes alimentaires qui savent à peu près d'où viennent leurs clients, les porteurs de cartes de fidélité aussi, on peut quand même apprécier quel est le terrain de jeu sur lequel effectivement on se situe. Et ça, c'est quand même important. Monsieur le maire en parlait tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on ait le réflexe de l'entrée économique sur ces territoires-là. Je prends un tout petit exemple. On parlait tout à l'heure de la régulation à Chauny et du fait effectivement qu'il n'y avait pas d'hyper et que globalement les supermarchés avaient été relativement peu implantés sur le territoire. Quand effectivement un supermarché de 1400 ou 1500 mètres carrés souhaite s'implanter sur un territoire, il va à minima aller chercher 5 000 ou 6 000 euros de rendement au mètre carré sur son magasin. Donc, il a besoin de trouver 7 millions, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les Français, les ménages français dépensent 6 800, 6 900 euros en alimentaire par an et par ménage. Donc aujourd'hui, ça nous donne une petite idée finalement des besoins en captation de parts de marché d'un nouveau projet qui s'implanterait sur le territoire. Et donc évidemment, si quelqu'un aujourd'hui vient vous proposer un projet de supermarché de 1500 mètres carrés, c'est qu'il va potentiellement préempter, alors que les gens mangeaient déjà avant, mais c'est qu'il va potentiellement préempter, alors si ça devait être 100% de la consommation alimentaire des ménages, les besoins finalement de 3 000 ou 4 000 habitants, de 1 000 ou 1 500 ménages. Et c'est ce dont il aura besoin pour faire vivre effectivement son magasin. Donc c'est important que les élus et que les collectivités abordent aussi cette question de l'urbanisme commercial sous cet angle de l'économie, puisqu'effectivement le commerce, c'est bien effectivement une activité économique.
Je vais aller nécessairement un peu plus vite sur les autres pistes. Le contexte concurrentiel, on en a déjà parlé, et donc les outils de régulation existent, les collectivités ont les outils pour intervenir. Et puis, à propos du digital, effectivement, certaines publications, et c'est pas parce qu'on est en territoire rural qu'on n'a pas de données, ou de territoire moins urbain, sont assez aujourd'hui transparentes et permettent d'apprécier finalement le poids et les parts de marché que prennent le e-commerce et la vente en ligne sur nos territoires. Et donc, les publications de la FEVAD, par exemple, nous permettent d'y voir un peu clair et d'apprécier que même sur un territoire rural, désormais, effectivement, sur le prêt-à-porter, par exemple, 20% de la part de marché du territoire est captée désormais par du e-commerce. C'est important d'avoir en tête cette concurrence qui n'a pas dit son nom ou qui n'est pas passée par une CDC. Je vais très vite sur les planches suivantes. On a parlé déjà de l'environnement urbain, de l'accessibilité. Effectivement, les commerçants ont besoin de flux, garder des générateurs de flux en centre-ville, évidemment, et on peut les lister avec leur attractivité, c'est nécessairement important. Et cette notion d'expérience client qu'a cité et qu'a exprimé Monsieur le maire sur la qualité des espaces publics et le plaisir que l'on peut prendre à venir dans la centralité doit être évidemment abordée. Le parcours immobilier, on en a déjà parlé, avec les loyers, la qualité de l'immobilier et des interventions éventuelles. Je termine avec la dynamique collective, chère au maire de Chauny, effectivement, et puis les entreprises elles-mêmes et leur capacité à jouer leur rôle dans cet écosystème. Et c'est cette dernière planche, de rappeler malgré tout qu'effectivement, ces dynamiques doivent être collectives et que les collectivités, on vous attend désormais sur un certain nombre de sujets, mais que les entreprises, individuellement ou collectivement, sont maîtres finalement de cette notion d'expérience client en travaillant sur ces sujets d'attractivité, d'horaire d'ouverture, d'accessibilité, de scénarisation, alors que les acteurs publics, effectivement, prennent leurs responsabilités désormais sur l'autre pan de la dynamique commerciale, l'équilibre entre les différentes formes de vente, les générateurs de flux, la qualité des espaces publics, le parcours immobilier, et que ça n'est qu'à ces conditions-là, finalement, et le maire de Chauny en est un bon exemple, que la dynamique commerciale fonctionne bien. Merci beaucoup, Arnaud Ernst. Vous avez respecté le temps de parole exactement et surtout dans un exercice difficile à expliquer une méthodologie en si peu de temps. En fait, voilà, ça se résume, bien connaître son terrain de jeu et jouer encore une fois en partenariat pour être en mesure d'avoir un plan d'action efficace. Je présume qu'il y aura des questions tout à l'heure. Je vais tout de suite laisser la parole à Philippe Buteau, qui est avocat, comme je l'ai dit tout à l'heure, au barreau de Paris et qui dirige le cabinet Oppidum. Et alors, du coup, Philippe est spécialisé dans toutes les questions qui sont liées à la gestion des politiques publiques locales. Et j'ai envie de lui dire, évidemment, l'intervention des collectivités en matière de revitalisation, du commerce local notamment, elle est fréquente. Mais elle pose une vraie question, c'est que nous ne sommes pas là dans un partenariat entre les collectivités, nous sommes là dans un partenariat public-privé et qui nécessite évidemment un certain nombre de précautions et pour éviter quelquefois bien des ennuis. Je pense en particulier aux relations avec les associations et je pense aussi à la question de la libre concurrence. Donc, il y a sans doute un certain nombre d'outils et surtout un certain nombre de précautions nécessaires pour un maire, pour un élu, pour un programme, évidemment, tous les acteurs de programme PVD, pour s'assurer, bien sûr, de la sécurité juridique des différentes interventions qui sont menées. Et c'est de ça qu'il va nous parler pendant 10 minutes maximum, peut-être 9, ça sera encore mieux parce qu'on a déjà débordé. C'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Pierre Jarlier. Oui, je vais essayer en effet de traiter ce sujet en 9 minutes. En effet, vous me demandiez quel était l'intérêt de créer une structure de coopération locale avec les acteurs publics et les acteurs privés, et puis quelles étaient les précautions à prendre dans un tel cas. On se place dans le contexte où une ville veut agir et où elle constate qu'il n'y a rien d'organisé chez elle pour l'instant. Alors, pourquoi créer une structure de coopération entre la puissance publique et les acteurs locaux? Après tout, on pourrait se dire, l'adjoint au commerce invite en mairie les commerçants en vue et puis on va réfléchir ensemble. Créer une structure de coopération, ça a quand même au moins 4 intérêts spécifiques. D'abord, ça permet de pérenniser. Ça permet de devenir un lieu dans lequel on va pouvoir planifier le travail en commun, dans lequel on va pouvoir se projeter à long terme, au-delà même des alternances politiques éventuelles ou la disparition de tel ou tel commerçant qui jusque-là était, lui, impliqué.
Ça permet de pérenniser, de voir loin. Ça permet, deuxièmement, d'impliquer tous les acteurs. Parce qu'au sein de cette structure, on va pouvoir accueillir la commune, l'intercommunalité, j'y reviendrai, les commerçants, mais aussi les chambres consulaires, que sont les chambres de commerce ou les chambres de métier. Impliquer et puis incarner. Parce que en créant une structure, on va pouvoir légitimer la personne, qui souvent sera un commerçant, mais la personne qui va incarner cette démarche collective vis-à-vis des autres acteurs locaux. On va pouvoir lui donner de la légitimité, lui donner de la visibilité, et puis même donner un logo à tout ça qui permettra aux clients, aux commerçants pas encore tout à fait convaincus, de s'associer à la démarche. Pérenniser, incarner, impliquer, et puis enfin partager. Partager notamment les responsabilités juridiques. Parce que qu'on parle par exemple de la mise en place d'une plateforme de e-commerce, ou qu'on parle de recruter des animateurs temporairement pendant une semaine d'animation. Bref, à chaque fois que la stratégie va impliquer qu'on passe des contrats, le fait que ce soit cette structure de coopération qui passe le contrat, ça va responsabiliser tous les acteurs qui ne vont pas se défausser sur la seule commune qui, à défaut, serait la seule à porter tout cela. Alors, l'intérêt de la mise en place d'une structure de coopération me semble évident. Mais il y a deux précautions à prendre. Alors, j'ouvre une parenthèse. Ce que je vous dis là est repris dans un PowerPoint, dans un fichier que j'ai remis à l'Agence nationale pour la cohésion du territoire, qu'on n'a pas projeté là, mais que vous pourrez recevoir ou qui vous sera mis à votre disposition. Deux questions que je dis. Première question, première précaution juridique, est-ce que ma commune est bien compétente pour s'engager dans un processus comme ça? Parce que nous sommes dans un contexte de montée en puissance des intercommunalités, bien sûr, chacun le sait, mais qui se traduit juridiquement par des dispositions très précises. Il faut distinguer les communautés de communes et les communautés d'agglomération, d'un côté, avec les communautés urbaines et les métropoles de l'autre. Si votre ville est membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, alors il y a fort à parier qu'elle ait conservé la compétence juridique pour soutenir les activités commerciales et mettre en place une politique de soutien, sauf si, et c'est à vérifier, sauf si, au sein du conseil communautaire, au sein de la communauté de communes ou la communauté d'agglomération, on a décidé qu'il était d'intérêt communautaire, c'est ça la formule, d'intérêt communautaire d'impulser ces stratégies de revitalisation commerciale. Parce que si, au sein de ces intercommunalités-là, comme elles en ont le droit, on a décidé qu'il serait d'intérêt communautaire de mettre en place des stratégies et de dérouler des stratégies de soutien aux activités commerciales dans tel ou tel cas, alors ce n'est pas à la commune de piloter le projet, c'est à l'intercommunalité. Donc, communauté de communes et communauté d'agglo, c'est plutôt en principe la commune, sauf exception. De l'autre côté, concernant les communautés urbaines et les métropoles, il est certain que c'est au niveau intercommunal que ces politiques-là se définissent et se mettent en œuvre. Parce que, dans leur cas, le panier de compétences est beaucoup plus large. Et le Code général des collectivités territoriales prévoit que les communautés urbaines et les métropoles assurent toutes les politiques, toutes les actions de développement économique. Votre projet, votre stratégie de revitalisation commerciale, il va rentrer là-dedans. Bon. Donc, première précaution, est-ce que ma commune est bien compétente ou est-ce que je dois initier une démarche auprès de mes collègues au niveau intercommunal, quitte ensuite à ce que, évidemment, concernant telle ou telle ville de l'intercommunalité, ça soit un élu de cette ville-là qui représente l'interco au quotidien. Mais juridiquement, quand on réfléchit à ce qu'on va mettre en place, il faut bien clarifier la question. Deuxième précaution, quelle structure créer?
Alors, dans le PowerPoint, vous avez un examen un peu de chaque structure possible avec ses avantages et ses inconvénients. Je vais faire plus court et plus simple, plus direct, là, dans le temps contraint. L'association loi 1901, la bonne vieille association, est une solution tout à fait pertinente, contrairement à la mauvaise presse qu'elle peut avoir auprès de certains qui n'en comprendraient pas bien les inconvénients. Une association 1901, ça rassemble un grand nombre d'avantages. D'abord, ça veut dire la souplesse dans la composition, dans le tour de table. Vous allez pouvoir faire travailler ensemble des personnes publiques, comme la commune ou la chambre de commerce, ou la chambre de métier, et des personnes privées, les commerçants eux-mêmes, ou d'autres associations. Le tout en définissant vous-même, localement, en fonction des intérêts de chacun, une répartition des pouvoirs qui vous soit propre. Or, dans d'autres structures, c'est beaucoup plus contraignant. Dans une société publique locale, il ne peut pas y avoir de personnes privées. Dans une société d'économie mixte, il faut absolument que les collectivités locales aient la majorité du capital et des voix. Donc, on peut craindre que les acteurs locaux y voient une emprise un peu trop forte des élus. Et puis en plus, dans une société d'économie mixte, il faut que le privé apporte au moins 15% du capital. Donc c'est une prise de risque au départ qui ne correspondra pas forcément à la frilosité des débuts. L'association, elle vous permet de dire telle association de commerçants préexistante, elle aura 20% des voix, 20% des sièges, la commune, elle en aura 30%, la chambre de commerce, elle aura 20% des sièges et des voix, etc. Il faut décider ça. Souplesse dans la composition, je disais, et dans le temps, parce que tout le monde le sait, pour acter un changement dans la gouvernance, il suffit d'une déclaration en préfecture. Voilà, c'est fait quasi immédiatement. Alors que dans d'autres cas, par exemple, le groupement d'intérêt public auquel on peut penser de prime abord, c'est beaucoup plus lourd parce qu'il faut une approbation des statuts de la convention constitutive par le préfet. Alors, souplesse dans la composition, ça c'est très pratique. Et puis, souplesse dans l'action au quotidien, sous deux aspects. D'abord, la commune va pouvoir verser une subvention de fonctionnement à cette association. Alors que ce n'est pas une évidence si vous faites d'autres choix. On voit sur le terrain parfois des coopératives qui se montent, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ça peut convenir dans un certain nombre de cas. Mais et les communes sont parfois membres de ces coopératives. Le problème, c'est qu'au vu de leur statut, elles ne peuvent pas recevoir de subventions. Ça peut être bloquant. Alors qu'une association, oui, bien sûr. Et puis, souplesse dans l'action au quotidien, parce que notre association loi 1901, elle va appliquer le droit privé. Donc, elle ne sera pas soumise aux règles de comptabilité publique, comme l'aurait été une régie dotée de la personnalité morale, à laquelle vous auriez pu aussi penser. Et elle va de même passer des contrats de droit privé. Elle ne sera pas soumise au code de la commande publique, avec les contraintes que vous connaissez très bien. Donc, quand on met tout ça ensemble, on se rend compte que oui, l'association loi 1901, c'est souple dans la composition, c'est souple dans l'action. Alors oui, il faut prendre deux petites précautions, évidemment, pour bénéficier de ces atouts de l'association. Je termine par là. La première précaution, c'est que votre commune ou votre intercommunalité, si c'est elle qui pilote le projet, ne doit jamais avoir la majorité des voix dans l'organe de direction. Vous me direz, c'est un petit peu contradictoire avec l'esprit de concertation, certes. Enfin, il ne faudrait pas que certains soient trop gourmands et justement s'imposent au sein du conseil d'administration ou du bureau, ça c'est indifférent. Il ne faut pas qu'une collectivité ou un établissement public ait la majorité des voix au sein de l'organe de direction principal. Pourquoi ? Parce que si tel est le cas, on a un fort risque que l'association devienne
soit considérée comme transparente vis-à-vis de la collectivité. Et que les personnes privées qui soient autour de la table, en fait, étant minoritaires, ne soient que des prétextes ou des excuses. Deuxième précaution, donc, et puis la conclusion. Oui, et je termine là. L'association transparente, entre nous, pourquoi c'est dangereux? Parce que derrière, il y a un risque pénal, un risque de gestion de fait, on ne plaisante pas avec ça. Hein. Et la deuxième précaution, c'est que les élus, elle est toute simple, hein, les élus qui vont représenter la commune ou l'intercommunalité au sein de cette association, au sein de cette structure de coopération, ils devront toujours prendre soin de s'abstenir de participer en conseil municipal ou en conseil communautaire à la délibération, aussi bien à la discussion qu'à la prise de décision, dès lors qu'au sein de leur conseil municipal ou au sein de leur conseil communautaire, on est en train de discuter des relations avec cette structure de coopération qui porte la stratégie de revitalisation. Pourquoi? Parce qu'ils vont être considérés, même si ça peut paraître absurde, comme ayant un intérêt dans la discussion. Ils représentent la collectivité dans l'association, donc ils ne doivent pas participer au débat de la personne publique sur ses relations avec l'association. Mais bon, ça n'empêche pas de faire son travail d'interface le reste du temps. Voilà. Merci Philippe Lutot pour ces explications et surtout de nous avoir donné vraiment tous ces enseignements sur les prudences nécessaires et sur les possibilités néanmoins de partenariat avec des associations, parce qu'on croit souvent que ce n'est pas possible, alors qu'avec justement certaines précautions, ça l'est tout à fait possible. Il y a eu une question durant l'intervention qui m'amène à faire la liaison avec notre intervenant suivant. Une question qui dit comment concilier le commerce et le e-commerce. Alors justement, Dominique Moreau, vous êtes géographe et vous savez que la question de la revitalisation du commerce en centre-ville est indissociable de toutes les activités aujourd'hui, notamment de l'activité numérique. Et tant pour le consommateur d'ailleurs que pour le commerçant ou le fournisseur, puisque c'est une partie qui se joue aussi à trois. Et les collectivités sont maintenant beaucoup sollicitées pour intervenir dans ce domaine, alors des marketplaces, des click and collect, des plateformes locales de e-commerce. Et bien sûr, tous ces outils se multiplient. Mais pour autant, pour qu'ils puissent réussir, là aussi, il y a un certain nombre de démarches nécessaires, de précautions à prendre. Et vous allez nous parler justement de cette méthode globale et de cette approche globale nécessaire pour donner une chance à ce lien entre le commerce et le e-commerce. Alors, cette fois, c'est 5 minutes ou 6 minutes et je compte sur vous pour tenir le délai. Je vous remercie et je vais essayer d'aller au plus vite et de compléter effectivement compléter les prestations très intéressantes qui ont eu lieu auparavant. Et donc, je vous demanderai de passer au slide suivant si c'est possible. Voilà. Donc, aujourd'hui, le digital est effectivement au centre des réflexions pour de nombreuses villes. Mais ce qu'on constate malheureusement, c'est que bien souvent, ces solutions digitales sont mises en place sans une réelle réflexion, sans une réelle analyse. Donc, dans la ville, on constate qu'il y a certains problèmes au niveau des commerces, ou bien on veut tout simplement moderniser le commerce de la ville. Et voilà, du jour au lendemain, on décide de mettre en place une marketplace ou d'autres actions digitales dans la ville. Et malheureusement, on constate que la plupart du temps, bien entendu, ça ne fonctionne pas parce que les villes s'attendent à devenir un Amazon local et en fait, non, parce qu'on se retrouve avec une offre très limitée qui ne couvre pas les attentes du public et les clients d'Amazon, ils ne vont pas tout à coup basculer sur la marketplace locale qui contient à peine quelques centaines d'articles et qui ne les intéresse pas du tout. Alors, un autre cas que l'on constate aussi, ce sont les villes qui, effectivement, vont mettre en place toute une procédure pour redynamiser leur centre-ville, qui vont, comme l'expliquait tout à l'heure Arnaud Ernst, qui vont faire un diagnostic, se fixer des objectifs et mettre en place une stratégie. Et à côté de ça, on se rend compte que les aspects liés au digital sont souvent laissés totalement à côté
donc une marketplace qui est mise en place ou des communications au travers des réseaux sociaux, mais qui ne correspondent pas finalement à toute cette réflexion qui est en cours au niveau de la ville physique. Et donc là également, on a bien souvent des outils qui ne vont pas nécessairement être utilisés par la population. Et à titre d'exemple, je vous dirais qu'à Bruxelles, puisque moi-même je suis à Bruxelles, c'est le cas également. Et donc on va voir comment on pourrait aller plus loin à ce stade-là. Donc si je peux avoir le slide suivant, merci. Donc déjà au niveau des outils digitaux pour la ville, il n'y a pas que le e-commerce. Donc, les outils digitaux, ça peut couvrir toute une série de besoins. Et donc, dans le cas où une ville met en place toute cette méthodologie pour redynamiser son commerce, avec le diagnostic, les objectifs, etc., il est déjà utile à ce niveau-là, au niveau de la stratégie, d'inclure des outils digitaux de différents types, notamment pour mobiliser les gens au niveau, dans ce projet de redonner une attractivité à la ville et de se sentir plus proche de la ville. Une fois qu'on parvient à créer ce type de communauté, eh bien, ça permet aussi par la suite, quand on passera à du digital, d'avoir déjà des bases de données, de clients, de pouvoir communiquer avec eux, etc. C'est aussi donc une communication plus active sur les réseaux sociaux, c'est aussi faire appel à des commerçants au travers de sites comme InCity. Et tout ça va donner aussi une image de la ville au niveau des supports digitaux qui va avoir tout son rôle par la suite. Des exemples au niveau des communautés, c'est par exemple l'outil Fan Voice qui est en fait beaucoup utilisé par les marques. Les marques, elles ont bien compris l'importance de créer une communauté, alors qu'au niveau des villes, c'est encore quelque chose qui est peu utilisé. Et pour le slide suivant, merci. Et donc, si vous voulez réellement que votre ville et que vos commerces profitent du digital, je conseille réellement d'impliquer toute cette réflexion à la réflexion globale qui a été soulevée tout à l'heure. Donc, non seulement avoir bien sûr un diagnostic sur les besoins de la ville, mais avoir également un diagnostic digital beaucoup plus complet qui va identifier les commerces qui sont déjà connectés. Si vous avez des commerces qui ont déjà pris en main le digital, le e-commerce pour leurs propres activités, lorsque vous allez mettre en place une marketplace dans la ville, mais ces commerces-là, ils ne seront pas intéressés parce qu'ils ont déjà mis en place leurs propres procédures. Donc, c'est aussi important parmi les commerces de la ville d'identifier ceux qui sont plutôt intéressés par des outils digitaux qui portent vers des actions plus locales, du click and collect, etc., ou les commerçants qui auraient besoin d'outils digitaux leur permettant d'agrandir leur zone de chalandise. Vous avez dans ce diagnostic l'analyse de la manière dont la ville apparaît, par exemple au travers de Google, est-elle réellement attractive dans sa présence digitale, ou également identifier des outils digitaux du secteur privé qui sont déjà en place sur la ville pour voir si ce sont des démarches auxquelles il faudrait s'associer ou si au contraire elles ne correspondent pas du tout aux besoins. Et au travers, donc suite à ce diagnostic, bien sûr, on passe à la mise en place de partenariats. Donc, au niveau des partenariats pour les aspects digitaux, mais bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des associations de commerçants, ça peut être des producteurs locaux, l'Office du tourisme, mais ça peut aussi être des collectifs de citoyens ou des centres commerciaux qui sont déjà équipés du digital et avec lesquels on pourrait collaborer, ou, comme je le disais tout à l'heure, des solutions digitales du secteur privé qui seraient déjà bien en place sur le territoire. Et avant d'aller définir des objectifs, il est nécessaire de vraiment connaître les personas et les parcours d'achat. Quand je parle de personas, donc ce n'est pas uniquement des statistiques sur l'âge et la taille des familles, etc. Mais c'est vraiment identifier les types d'acheteurs
qui fréquentent la ville et la manière dont ils vont réaliser leurs achats. Donc, quand quelqu'un qui travaille dans la ville, par exemple, va avoir besoin le midi de commander son sandwich, d'aller chercher son sandwich. Donc, il est peut-être intéressé par du click and collect de proximité. À côté de ça, vous avez peut-être des personnes qui habitent beaucoup plus loin, mais qui sont intéressées par ce que la ville met à disposition. Et donc, pour quelles raisons est-ce qu'ils viendraient dans votre ville plutôt que d'aller faire leurs achats ailleurs sur des marketplaces comme Amazon ou dans la ville voisine, etc. Donc, vraiment identifier toute une série de personnes. Ces personnes-là, ça peut être peut-être que dans votre ville, il y a plus des personnes plus âgées qui seraient moins intéressées par le digital ou des personnes très adeptes de tout ce qui est durable et qui seraient plutôt intéressées par tout ce qui est circuit court, etc. Donc, vraiment identifier ces différents personnages et leurs habitudes d'achat. Et à ce moment-là, sur cette base-là, on va pouvoir définir des objectifs plus pointus. Pourquoi? Parce que si on met en place dans une ville une marketplace très généraliste qui est censée vendre de tout et à tout le monde, mais en fait, ça ne correspond à personne. Parce que dans le digital, on s'attend à aller sur des sites qui répondent précisément à ce qu'on cherche et à ce qu'on a envie de trouver. Et donc, il est important d'identifier donc des pistes qui peuvent être exploitées au niveau du digital pour répondre précisément à ces besoins. Et donc là, au niveau de la stratégie et de la mise en place, il y a une multitude de possibilités. Donc, le tout est de choisir les bonnes, évidemment. Donc, on pourrait très bien créer un site éphémère pour les ventes de cadeaux de Noël. On pourrait très bien imaginer un système de click and collect pour que des touristes qui louent un appartement de vacances dans votre ville puissent venir chercher directement les articles qu'ils ont besoin pour se nourrir pendant leur week-end. On peut imaginer des systèmes en ligne pour accéder plus facilement aux circuits courts, etc. Donc, les possibilités sont énormes, mais l'important, c'est de bien connaître son public et de se définir donc des objectifs qui vont effectivement satisfaire ce public. Merci beaucoup, Madame Moreau, pour ces explications. On voit bien que là aussi, en matière de e-commerce, eh bien voilà, c'est une question aussi de méthodologie, de partenariat et de stratégie globale qui conditionne la réussite de ce passage du commerce au e-commerce. Il y a beaucoup de questions qui ont été formulées, mais l'heure est passée, bien entendu. Et je pense que l'équipe répondra évidemment coup par coup à ces questions. Donc, nous ne pourrons sans doute pas redonner la parole. Peut-être une question qui a été posée sur les agences de développement économique local. Peut-être Philippe, vraiment en 30 secondes pour répondre. Et puis à Arnaud Ernst, peut-être la question qui touche le périmètre de l'intervention du diagnostic, ville-centre, territoire, ville-centre sans le territoire ou avec le territoire. Et ce sera les deux questions que je vous demande de répondre en 30 secondes, si vous pouvez, parce qu'ensuite, nous devons conclure. Très bien, mais les agences de développement économique, elles sont l'une des formes associatives que peut prendre la structure de coopération. Les agences de développement économique, en fait, elles sont mentionnées à l'article 49 de la loi dite Voynet de 99 sur l'aménagement du territoire, et il est simplement dit que ces agences de développement économique sont des associations de la loi 1901 qui peuvent assister les collectivités territoriales dans l'élaboration de leur stratégie de développement économique. Donc, si vous avez déjà une agence de développement économique installée, c'est justement cette structure-là qui rassemble tous les bénéfices dont je parlais. Simplement, vous pouvez vous extraire des recommandations qui sont inscrites dans telle ou telle circulaire concernant les agences de développement économique parce qu'elles ne sont qu'une forme et qu'une étiquette de l'outil associatif qui est à votre disposition en toute souplesse. Merci beaucoup, Philippe. Peut-être donc cette dernière question pour ce qui concerne le périmètre. Oui,
Alors, sur la question du périmètre, je vais vous faire une réponse qui va peut-être pas vous satisfaire, mais c'est ni la ville, ni le centre-ville, ni la ville, ni l'agglo, en tout cas pas systématiquement ces trois périmètres-là. Le bon périmètre, c'est celui de la zone d'influence. Aujourd'hui, toutes ces villes, elles ont un rayonnement, elles ont une mission et des fonctions de centralité sur des territoires beaucoup plus larges. Ici, à Saint-Sevé, le centre-ville, évidemment, rayonne sur la Chalosse, sur un certain nombre de bourgs qui ne font même pas partie du découpage politique ou administratif de l'EPCI. Donc aujourd'hui, celui qui nous intéresse au titre du commerce, c'est bien effectivement celui de la zone de chalandise ou de la zone d'influence. Merci en tout cas pour ces réponses extrêmement rapides. Eh bien, nous allons devoir maintenant conclure cette deuxième rencontre en remerciant évidemment nos intervenants pour la qualité de leurs interventions et pour tous les enseignements qu'ils ont pu nous apporter. Peut-être vous rappeler aussi que, bien entendu, les services de l'État sont à votre disposition pour avancer sur tous les sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. Et puis, bien sûr, vous donner rendez-vous pour la suite de notre semaine du commerce, puisque demain, de 14 à 15 heures, nous avons un autre rendez-vous avec justement la question de la vacance commerciale. Là, du coup, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un exemple d'une ville qui fonctionne bien, qui a une vraie dynamique, mais il y a quand même des taux de vacances très importants dans tout le territoire. Donc, il y a évidemment beaucoup de sujets qui seront évoqués sur ce sujet, sur ce sujet de la vacance, avec ensuite un atelier qui suivra et qui traitera plus particulièrement de l'intervention des foncières, avec un exemple concret, donc à 16 heures. Et puis, jeudi, vous aurez un autre rendez-vous, comment créer de la fréquentation dans les centres anciens, dans les cœurs de ville, avec une entrée par artisanat, parce qu'il y a aussi beaucoup de villes qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet. On l'a vu d'ailleurs avec l'exemple qui nous a été donné tout à l'heure. Et puis, une entrée aussi par les aspects événementiels. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous, bien sûr, soit demain et jeudi. Et vous dis à très bientôt en vous remerciant de votre écoute à tous.